Merci beaucoup, Émilie Chevalier. Alors, je vais à mon tour ouvrir officiellement la deuxième édition du colloque international transdisciplinaire sur la misopédie. Alors, déjà, je vous redis ou je vous dis, soyez la bienvenue pour cette deuxième édition. Bienvenue aux personnes ici présentes et bienvenue aussi aux très nombreuses personnes qui sont sur Internet, et j'espère qu'elles y sont, parce qu'en tout cas, elles s'étaient préinscrites. Donc, j'espère que la technologie a permis qu'elles y soient. Bon. Alors, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée à être ici aujourd'hui, puisque je travaillant pour ma part depuis de nombreuses années sur les dominations culturelles et sociales, telles qu'elles peuvent apparaître, s'exprimer, voire se reproduire dans les œuvres littéraires et artistiques, je suis parvenue au fil du temps, comme une évidence, en fait, à travailler sur la domination par l'âge de ceux qui se disent adultes, sur cette classe sociale fabriquée qu'est l'enfance. Cette domination, c'est la plus large et la plus universelle de toutes. Tout le monde l'a subie un jour, contrairement aux autres. Elle est à l'origine de toutes les autres violences sociales qui en découlent. En 71 déjà, dans son essai intitulé « Pour décoloniser l'enfant », Gérard Mendel montrait comment l'institution scolaire, en parquant ensemble de force des personnes du même âge, a fabriqué une nouvelle classe sociale. Comme jadis, l'industrialisation avait fabriqué la classe ouvrière. Au regard de l'histoire de l'humanité, le temps en fait, que les enfants ont passé à l'école est minime en proportion. Pour Mendel, cette classe sociale, elle est arrivée aujourd'hui au stade où elle est en mesure de s'organiser pour une plus grande émancipation. Nous sommes donc également dans la phase où l'idée d'autorité bat de l'aile, explique toujours Mendel, notamment du fait de l'horizontalisation de la société avec les nouvelles technologies. L'autorité, donc, c'est une conception pyramidale de l'organisation sociale où il est accepté et valorisé que ceux qui sont en haut de la pyramide humilient et contraignent ceux qui sont en bas. Et cette pyramide est un modèle macro pour toute la société et aussi micro, bien sûr, dans les familles, dans les salles de classe, etc. Alors, j'entends déjà parmi vous des personnes protester, ces personnes qui savent que les plus jeunes sont maltraités, très maltraités, notamment en France, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, comme l'indiquent toutes les statistiques officielles. Mais je préfère penser que ces innombrables violences relèvent non pas d'un retour de bâton, mais d'une résistance face à une évolution qui est actuellement indéniablement en cours. Les jeunes aujourd'hui sont privés des droits juridiques les plus fondamentaux, nous le savons, comme l'étaient encore récemment les femmes, mais c'est cela qui est en train de s'ébranler et qui se métamorphose. L'année dernière, ici même, nous étions assemblés avec des collègues de différents pays, dont certains sont revenus aujourd'hui, et donc nous avons inauguré le premier colloque sur ce sujet. Nous avons posé les termes définitoires de la notion. Donc la misopédie, c'est un système d'oppression omniprésent dans nos fonctionnements sociaux, politiques, économiques, culturels, aussi répandu que l'eau dans un aquarium. Et tout comme le poisson ne sait pas ce qu'est de l'eau, parce qu'il n'a connu que ça, il aura fallu du temps pour les humains pour sortir de cet impensé collectif, pour que des regards critiques se posent sur cette misopédie, proposent cette notion et analysent comment et pourquoi nos organisations fonctionnent de façon adultiste. Grâce au colloque de Limoges, donc le terme fait son entrée dans le milieu académique. Donc nous pouvons désormais nommer, comprendre et analyser ce phénomène de masse. Donc j'en profite pour vous dire que les actes du colloque de l'année dernière viennent de sortir. Donc ils sont disponibles ici dans la salle et bien sûr en ligne pour les personnes qui sont en ligne. Depuis le colloque d'octobre dernier à Limoges, le premier colloque, il s'est passé beaucoup de choses bouleversantes en France en lien avec la misopédie. Il y a eu la publication des maltraitances physiques et des viols à Notre-Dame de Bétharram, à Notre-Dame de Garaison, à Ozanam, à Limoges, et tant d'autres lieux révélés et analysés dans la commission parlementaire. Il y a eu la prise de parole d'un certain Premier ministre au sein même de l'Assemblée nationale, faisant l'éloge de la gifle, dans un pays où, je rappelle, la loi l'interdit, et même si.
Il y a eu le procès du chirurgien Le Squarneck, multivioleur dans le cadre professionnel, avec 299 plaignantes et plaignants pour les personnes dont les faits n'étaient pas prescrits pour agression sexuelle dans le cadre de leur hospitalisation en tant qu'enfant. Il y a eu, durant le procès Mazan, le déni tant judiciaire que médiatique des violences incestueuses commises par Dominique Pellicot sur sa fille et ses petits-enfants. Il y a eu des magistrats qui ont retiré la garde de leurs enfants à des mères qui avaient prouvé que le père les agressait sexuellement. Il y a eu des suicides de jeunes de l'ASE et la mise à jour dans une enquête que 15 000 d'entre eux sont prostitués une fois entrés dans les foyers. L'enquête montrant que les profiteurs de cela sont vraiment des messieurs tout le monde. Il y a eu des bébés martyrisés dans des crèches et en réanimation néonatale hospitalière. Il y a eu toujours et encore des enfants frappés, violés, tués par leurs parents, leurs beaux-parents. Voilà, donc, etc., etc. Tout le monde ou presque s'horrifie face à tout ça. Mais à un moment, il faut aller plus loin que l'émotion sidérante et commencer à répondre à la question « Comment donc est-ce possible ?» Donc, personnellement, c'est à force de voir ces événements sordides, relayés dans les médias, sans que jamais aucun élément de réponse ne soit apporté à cette fameuse question « Comment donc est-ce possible ?» que m'est venue la réponse, cette gangrène qui prépare, qui enclenche, qui légitime toutes les horreurs possibles, c'est la misopédie. Un système de pensée structurel et fonctionnel, le plus souvent inconscient, impensé. C'est parce qu'on ne croit pas la parole des enfants, parce qu'on ressasse la litanie que les enfants mentent, parce qu'on n'a pas le souci de leur dignité, parce qu'on ne les écoute pas sérieusement, parce qu'ils et elles ne sont pas considérés comme des personnes finies, qu'il n'y a pas lieu de les écouter, de les protéger, de les respecter, de les croire. Que des médecins, des magistrats, des policiers, des enseignants, des surveillants, des animateurs, des pères de famille peuvent en toute impunité abuser de leur position et abîmer les plus jeunes. La misopédie est omniprésente dans les institutions, en lien avec la jeunesse, et j'irai même plus loin aujourd'hui, c'est elle qui permet à ces institutions de fonctionner et de perdurer. Les institutions fonctionnent en perpétuant la misopédie qu'elles sont censées combattre. C'est en tout cas l'hypothèse que je pose et que nous allons vérifier ou invalider durant ces 2 jours. En 1919, il y a plus d'un siècle, la Suissesse Églantine Jeb et sa sœur Dorothy Buxton déclarent lors de la création de l'association Save the Children, à la suite de la Première Guerre mondiale, je cite, « Il nous est impossible, en tant qu'êtres humains normaux, de regarder des enfants mourir de faim sans faire un effort pour les sauver. » Fin de citation. Leur engagement les conduira à rédiger la Déclaration de Genève de 1924, qui peine encore aujourd'hui à être comprise et appliquée. Le texte énonce juste que les enfants sont des êtres humains aussi importants que les adultes et aussi respectables. Plus de 100 ans plus tard, donc, il semble difficile pour les humains plus âgés de comprendre l'intérêt de considérer tous les humains équitablement. Et à l'heure où nous parlons, des millions d'enfants dans le monde, pas que en France, des millions d'enfants dans le monde sont attaqués dans leur chair, réduits au statut de valeurs marchandes vicariantes, au Congo, au Soudan, en Palestine, où meurent surtout de très jeunes personnes, et ailleurs encore. Donc la réflexion que nous enclenchons sur la misopédie ici ne prendra, à mon avis, de puissance que si on l'inscrit dans une pensée plus globale que je nommerais l'éco-enfantisme. L'écoféminisme avait permis de penser de façon intersectionnelle les similitudes d'appropriation patriarcale des corps féminins et des terres, mais il me semble qu'il reste un grand angle mort à cette réflexion, angle mort pourtant primordial au sens où il advient en premier, c'est la domination patriarcale sur les corps enfantins, domination qui est exercée par les hommes, mais aussi par les femmes. La domination, le contrôle, l'archi-contrôle des origines du vivant. Et donc c'est cette domination qui explique que 100% des enfants en France reçoivent au moins par semaine une violence dite éducative ordinaire, qu'un enfant est agressé sexuellement toutes les 3 minutes en France, qu'un parent ou un beau-parent tous les 5 jours, toujours en France, tue un enfant au nom de l'éducation,
que 14,5% des femmes adultes et des 6,4% des hommes ont été confrontés avant leurs 18 ans à des violences sexuelles, soit 5,4 millions de personnes juste en France aujourd'hui. Donc cette pensée éco-enfantiste permettra d'analyser le rapport aux fragiles et aux vulnérables. Les humains en patriarcat détruisent les écosystèmes, ils détruisent l'équilibre du vivant, et ce, en commençant par détruire l'écosystème des nouveau-nés et en s'acharnant à continuer au fil des ans par les différentes institutions consacrées à ça. Une approche éco-enfantiste permet de montrer comment les relations de domination adultiste fabriquent des êtres vulnérables, j'insiste sur le mot fabriquer, fabriquent des êtres vulnérables et refusent l'équidignité d'un monde enfantiste, c'est-à-dire un monde où les humains sont tous considérés avec la même dignité en tenant compte de leurs particularités. Comme l'avait montré en 1976 déjà John Holt dans S'évader de l'enfance, l'enfance elle-même est une institution au service des pouvoirs. Réfléchir à la misopédie dans les institutions, comme nous allons le faire aujourd'hui et demain, c'est donc réfléchir à interroger les avantages et les inconvénients de cette construction sociale artificielle qu'est l'enfance. Voilà, donc pour terminer cette introduction à nos 2 jours, je voudrais célébrer en fait le succès que rencontre ce colloque, organisé donc en 3 volets, vous l'avez rappelé, sur 3 années. Je voudrais remercier l'engagement de la région Nouvelle-Aquitaine, qui soutient cette année le projet, généreusement. Je voudrais remercier également mon laboratoire de recherche, EIC, pour son soutien au colloque, et sa directrice ici présente, Madame Richard. Je remercie aussi les personnalités politiques qui s'intéressent à ce projet de plus en plus, et sont pour certaines présentes aujourd'hui. Je remercie les personnes qu'on appelle les professionnels de l'enfance, je mets des guillemets, qui sont présentes dans le public, ou en ligne, parce qu'elles ont compris l'intérêt de cette évolution en cours, qui interrogera leurs propres pratiques. Et merci à toutes les personnes ici présentes et en ligne qui contribuent ensemble, vraiment tous ensemble, à construire une société toujours moins misopède, plus équidigne. Voilà, enfin, je voudrais remercier mes étudiantes qui se sont proposées pour que l'organisation de ces 2 jours se passe au mieux. Donc vous les reconnaîtrez à leur gros badge qui est couleur violette. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre besoin, à vous tourner vers elles. Et donc je vais les nommer pour mieux les remercier. Donc je remercie à Tiffaine, Daël, Clémence, Françoise, Éléanore, Liana, Tamar, Mathilde, Margot et Margot, Audrey, Emma, Léa, Romane, Jade, Lucas, Fédia et Camille. Voilà, je nous souhaite à tous une excellente 2e édition du colloque universitaire international transdisciplinaire sur la misopédie. Bonne 2 journées.